La grande édition, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient sur i24 News au programme ce soir. Une annonce tonitruante. Les États-Unis dévoilent ce soir l'entrée d'un nouveau pays dans les accords d'Abraham. C'est l'émissaire Steve Witkoff qui a laissé planer le suspense. Donald Trump lui-même avait donné des indices. Alors qui? Indonésie, Arabie Saoudite, Syrie? Finalement, surprise, il s'agit du Kazakhstan et on y revient dans un instant. Assistons-nous au signe avant-coureur d'un nouvel embrasement au Liban. Frappe massive ce jeudi de l'aviation de Tsahal. Elles se sont concentrées sur la région de Tyr. Destruction d'infrastructures du Hezbollah en forme d'avertissement. Jérusalem, tout comme Washington, n'acceptera rien d'autre qu'un désarmement de la milice pro-Iran. Le compte à rebours est enclenché, d'autant que le Hezbollah rejette l'idée et réitère son engagement à combattre Israël. Inquiétude à Beyrouth, où l'on semble comprendre que le grand perdant d'une nouvelle confrontation ne serait autre que le Liban lui-même. Resserrer l'étau malgré les contraintes du cessez-le-feu. À Gaza, Tsahal déterminé à réduire les options du Hamas. La guerre est enfin déclarée contre le trafic d'armes via les drones venus d'Égypte. La frontière sud a d'ailleurs été déclarée zone militaire fermée. Décision radicale en parallèle de la poursuite des destructions de tunnels terroristes. Nous tenterons dans ce contexte de comprendre pourquoi les États-Unis persistent à faire avancer leur projet de force internationale à Gaza sans consulter leur allié israélien. Enfin, cette mesure censée booster l'ALIA, impôt zéro durant 2 ans pour celles et ceux qui franchiront le pas de l'immigration vers Israël l'an prochain. Ainsi en a décidé le gouvernement Netanyahou, une réforme fiscale d'envergure en forme de réponse au tourbillon d'antisémitisme qui balaye l'Occident. Incitatif ou pas, les conditions, les plafonds, on vous explique tout, mode d'emploi tout à l'heure. Et voilà pour les titres, bonsoir à tous. Qui va donc rejoindre les accords d'Abraham? Émirats, Bahreïn, Soudan, Maroc déjà. Et donc ce soir, nous promettait-on à Washington un nouveau pays musulman et donc écrire l'histoire. Bonsoir Maurice Fergan, notre analyste politique. On avait quelques pistes, quelques poids lourds finalement. C'est un outsider, on peut le dire ce soir, qui s'ajoute à la liste. Oui, on aurait pensé que l'Arabie Saoudite était sur les rangs, que c'était le principal candidat à l'entrée dans les accords d'Abraham. On a parlé de l'Azerbaïdjan et puis finalement, il semblerait que le favori pour ce soir, ce soit le Kazakhstan. C'est pas très difficile à comprendre pourquoi d'ailleurs le Kazakhstan, parce que tout d'abord c'est un pays qui depuis 1992 entretient des relations diplomatiques avec Israël, donc c'est pas vraiment une normalisation, c'est constater un état de fait. C'est un pays, le Kazakhstan, qui a déjà une coopération avec Israël très étendue dans l'économie, l'agriculture, la médecine, la technologie de pointe, mais surtout il faut savoir, et c'est plus un secret pour personne, Israël importe près de 22% de son énergie pétrolière du Kazakhstan. C'est-à-dire que c'est un de nos principaux fournisseurs de pétrole. Ce pétrole, d'ailleurs, du reste, passe par la Turquie. Donc, vous voyez qu'il y a aussi un pont entre la Turquie, le Kazakhstan et les accords d'Abraham. Ça permettra à Israël éventuellement de faire face à l'Iran et surtout de réduire la dépendance économique de ce pays face à la Russie et à la Chine. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde. Ajoutons aussi et surtout que c'est un pays musulman à majorité sunnite, comme la plupart des pays qui sont déjà entrés dans les accords d'Abraham, ce qui devrait faciliter les choses. On avait parlé de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est un pays à majorité chiite avec des problèmes, bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ait déjà rencontré à une reprise le président azerbaïdjanais et a travaillé pour que les deux pays entrent dans ce qu'on appelle les accords de Bakou. Vous voyez qu'il y a de la coopération, mais disons qu'aujourd'hui, du moins pour ce soir, sauf surprise, le nominé, c'est le Kazakhstan. Voilà, en attendant, un de plus sans doute, qui se rajoute effectivement à un pays qui compte sur le marché de l'énergie pour Israël. Merci beaucoup Maurice, on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure. En attendant justement l'annonce officielle, eh bien un front, on disait en titre, un front qui peut en cacher un autre. Et si la relative accalmie à Gaza était l'occasion pour Tsahal de se concentrer sur les autres défis tout aussi urgents. On assiste ces jours-ci à une accélération des opérations israéliennes au Liban. Objectif, tuer dans l'œuf les efforts de reconstruction du Hezbollah. Ce jeudi à Tyr, les raids ont peut-être changé de dimension. Message, la milice doit être désarmée, y compris par la force. Les derniers développements avec Océane Nicole.
Une infrastructure terroriste appartenant à l'unité de construction du Hezbollah. Un bâtiment détruit par Tsahal, car selon l'armée, ce bâtiment sert à produire du matériel qui sera ensuite utilisé par les terroristes. Nous sommes pourtant dans la région de Tyr, dans le sud du Liban, une zone qui, selon les termes de l'accord conclu l'année dernière entre Israël et le Hezbollah, ne doit pas être utilisée par l'organisation chiite libanaise. Mais ces derniers jours, les activités du Hezbollah se sont intensifiées justement dans cette région. L'organisation terroriste libanaise ne compte pas déposer les armes, et loin de là. Dans une lettre adressée au président libanais et à son Premier ministre, le Hezbollah rejette en bloc toute initiative politique ou internationale visant à pousser le gouvernement libanais à négocier directement avec Israël au sujet de son désarmement. Que tous les Libanais sachent que l'ennemi israélien ne vise pas seulement le Hezbollah, mais le Liban dans son ensemble. Le Liban n'est nullement concerné aux tentatives de pousser vers des négociations politiques avec l'ennemi sioniste. Cela n'est pas dans l'intérêt national et comporte des dangers existentiels qui menacent l'entité libanaise et sa souveraineté. Un message du Hezbollah alors que les États-Unis poussent le gouvernement libanais à des négociations directes avec Israël afin d'assurer la démilitarisation de l'organisation chiite. Joseph Aoun, le président libanais, aurait même commencé à former une équipe pour ces futures négociations. Mais en attendant, Tsahal intensifie ses frappes pour détruire et neutraliser les infrastructures du Hezbollah qui représentent une violation du cessez-le-feu. Les activités des terroristes du Hezbollah au sein des infrastructures constituent une violation des accords conclus entre Israël et le Liban. L'armée israélienne continuera d'agir pour éliminer toute menace pesant sur le territoire de l'État d'Israël. Ces dernières semaines, une vingtaine de terroristes a été éliminée par Tsahal et l'armée israélienne promet, elle ne laissera pas le Hezbollah s'installer de nouveau à la frontière avec Israël, quitte à se lancer dans une nouvelle opération militaire. Alors voilà, Israël qui n'attendra pas un hypothétique désarmement de son ennemi, pas plus d'ailleurs que les États-Unis. On interroge ce soir le major de l'armée de réserve, Avraham Levin. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes conférencier et directeur de communication du centre Alma. D'abord, pourquoi, d'après vous, pourquoi cette intensification en ce moment des tensions maintenant? Est-ce qu'il n'y a plus d'autres options? C'est-à-dire c'est maintenant ou jamais au vu des efforts de l'Iran pour réarmer son allié libanais? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une accélération. Israël a continué à attaquer comme il attaque depuis déjà un an, depuis la signature de l'accord. En fait, Israël a déjà attaqué plus de 600 fois, donc en moyenne 2 fois par jour. Et je ne suis pas sûr que quelque chose ait changé là. En ce qui concerne l'armement du Hezbollah, le Hezbollah a déclaré qu'il ne renoncerait pas à son armement. Le Hezbollah continue à essayer de se reconstruire, tant aux civils qu'aux militaires. Et en parallèle, il comprend que l'approche de l'Iran ne peut plus passer par la Syrie au sol, ni par l'aéroport de Beyrouth, et pas non plus par la mer et les ports. Et donc, il essaie de fabriquer localement des armes simples et des armes de précision. Et c'est ce à quoi il travaillait. Donc, Israël continue à attaquer. Évidemment, ce qui ne plaît pas du tout au Hezbollah. Alors en tout cas, tout le monde parle d'escalade, on le voit bien, on a entendu aussi le Hezbollah dire qu'il ne tolérera plus ces opérations israéliennes. À quel type, d'après vous, de riposte on peut s'attendre de la part du Hezbollah? Quelles sont ses capacités aujourd'hui? Quelle est sa force de dissuasion? Je pense qu'avant de passer aux capacités, je pense que le Hezbollah actuellement est concentré aux efforts de reconstruction. Serais-je surpris s'il avait une attaque locale? Non, ça ne me surprendrait pas, ni contre un des 5 avant-postes que nous avons en territoire libanais, ni les chemins qui mènent. Ça m'étonnerait qu'il y ait une attaque généralisée du Hezbollah dans le nord. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est reconstruire. Naïm Qassem fait des déclarations, mais en fait, entre les lignes et dans les coulisses, son objectif, c'est de reconstruire le Hezbollah. Et le Hezbollah d'aujourd'hui n'est pas celui qu'il y avait avant avec Nasrallah. Donc on est sur des choses complètement différentes. Et je pense que Naïm Qassem est concentré vers l'intérieur, au-delà de ses paroles face au monde. Et
Je pense qu'il faut voir le Hezbollah avec des yeux bien clairs. Il a été touché, il essaie de se reconstruire et c'est à ça qu'il est occupé aujourd'hui. Voilà. Et puis en plus, il y a le soutien des Américains justement à Israël en ce moment, au Liban en particulier. Pour conclure, est-ce que vous pensez que les autorités libanaises sont sous pression aujourd'hui parce qu'elles sont coincées? D'un côté, elles comprennent que ce sera compliqué de désarmer le Hezbollah par eux-mêmes, elles seront impuissantes. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a cette pression américaine pour, malgré tout, avancer vers ce désarmement. Je ne vois pas le gouvernement libanais faire des efforts violents, disons, armés contre le Hezbollah. Je pense que l'effort diplomatique, s'il porte ses fruits contre le Hezbollah, ce serait une surprise et je pense qu'il n'y aura pas le choix que de continuer à faire des efforts armés et c'est ce qu'Israël fait actuellement. Je ne vois pas le Premier ministre et le président libanais, malgré toutes leurs déclarations, je ne les vois pas faire de véritables efforts militaires contre le Hezbollah. La FINUL va continuer à faire ce qu'ils font traditionnellement, à savoir ne rien faire et accuser Israël. Et donc, malheureusement, c'est encore à nous de faire le travail. On ne voit pas pour l'instant l'État libanais profiter de l'occasion où le Hezbollah est affaibli pour en profiter et pour liquider cette menace contre l'État du Liban comme pour l'État d'Israël, une bonne fois pour toutes. Voilà, la situation en tout cas surveillée de près. Merci beaucoup à vous, Avraham Levin, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci pour cette analyse. Il est temps de redescendre vers le sud. Comment évolue la situation en ce moment à Gaza sur fond de vrais faux cessez-le-feu? On va d'abord rejoindre notre envoyé spécial. Bonsoir Christopher Barolin, vous êtes dans le sud d'Israël. Alors le bras de fer avec le Hamas qui se joue toujours sous terre, évidemment avec la destruction des tunnels, et puis de plus en plus dans les airs, parce qu'on a entendu cette guerre déclarée maintenant contre les fameux drones de contrebande d'armes vers le Hamas. Oui, il faut savoir qu'il y a 200 kilomètres de frontières israélo-égyptiennes et que le trafic d'armes, le trafic de drogue est un fléau. Selon les mots des autorités israéliennes, selon les informations, il y a des trafiquants d'armes ou des trafiquants de drogue israéliens qui viennent jusqu'à 1 kilomètre de la frontière israélo-égyptienne et qui font voler les drones jusqu'à des endroits précis côté égyptien de cette frontière. Côté égyptien, des trafiquants égyptiens chargent les drones d'armes à feu en général ou de drogue et ensuite les trafiquants israéliens font voler ces drones à nouveau vers le territoire israélien. Et donc les autorités, par la voix notamment d'Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré la frontière israélo-égyptienne comme une zone militaire. Il n'y aura donc aucune autorisation pour personne d'accéder à cette zone et il a demandé à Tsahal d'intensifier ses opérations contre ce trafic d'armes, contre ce trafic de drogue, qualifié même d'acte terroriste ou de tentative d'acte terroriste par le ministre israélien de la Défense. Il y aura même une unité de Tsahal en charge spécifiquement de cette lutte contre les drones, contre le trafic de drogue et le trafic d'armes. Cette unité, ces soldats seront autorisés à tirer sur les drones. Il y aura aussi le développement de nouvelles technologies, notamment de contrôle de ces drones par les soldats israéliens, de neutralisation par les soldats israéliens qui seront déployés donc le long de cette frontière. Objectif pour Israël Katz, mettre un terme définitif à ce trafic d'armes, à ce trafic de drogue, donc qui dure déjà depuis plusieurs semaines, même avant la guerre. Il y avait ce trafic, mais il semble s'être intensifié ces dernières semaines, ces derniers mois. Le dernier événement en date était il y a 2 jours à peine avec des tentatives de contrebande donc entre le territoire israélien et le territoire égyptien. Christopher Barolin depuis le sud d'Israël ce soir, merci beaucoup. Christopher, et tout cela quelques heures après la restitution du corps de ce jeune étudiant tanzanien, on s'en souvient, Joshua Loitu Molel, qui avait été sauvagement assassiné par les terroristes palestiniens le 7 octobre 2023. On attend son rapatriement en Tanzanie et d'ailleurs son père a envoyé un message de remerciement et de soutien à l'adresse du gouvernement israélien. Et les Américains espèrent toujours stabiliser le territoire gazaoui par le biais d'une force internationale. Dossier épineux, complexe, sur lequel Washington semble avoir décidé de contourner visiblement son allié Jérusalem. Aucune consultation ni transmission d'informations. Pourtant, le projet a été examiné au Conseil de sécurité des Nations Unies hier. L'Égypte, elle aussi directement concernée, prévient, pas question pour cette force de désarmer le Hamas. On tente d'y voir plus clair avec Alexandre Riahi. La réunion s'est tenue hier au Conseil de sécurité de l'ONU.
Elle visait à examiner un projet de résolution américain prévoyant le déploiement d'une force internationale de stabilisation à Gaza. Autour de la table, les pays membres du Conseil de sécurité, ainsi que l'Égypte, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis. Une rencontre organisée sans la participation d'Israël, qui n'a pas été prévenue par son allié américain. À Jérusalem, cette mise à l'écart suscite incompréhension et une profonde frustration. Nous n'avons pas reçu le document, les journalistes disposent de plus d'informations que nous. Cela n'a aucun sens. La résolution américaine propose le déploiement d'une force internationale pour une durée initiale de 2 ans, renouvelable jusqu'au 31 décembre 2027. Ces missions seraient multiples, la démilitarisation progressive de la bande de Gaza, la formation d'une nouvelle police palestinienne et une coordination sécuritaire étroite avec l'Égypte et Israël sous un commandement unifié. Sur le plan civil, le texte prévoit la création d'un comité technocratique palestinien apolitique chargé de gérer les services publics essentiels. Ce gouvernement local, sans mandat partisan, aurait vocation à remplacer le Hamas comme autorité dirigeante à Gaza. Mais l'initiative américaine ne fait pas consensus. Si l'Égypte soutient le principe d'une stabilisation internationale de Gaza, elle rejette fermement l'idée qu'une force étrangère soit chargée de désarmer le Hamas, jugeant une telle mission trop risquée. Dans un entretien aux médias saoudiens Al Arabiya, le chef de la diplomatie publique égyptienne a averti que toute tentative en ce sens pourrait dégénérer en affrontement avec les factions palestiniennes. Alors justement, comment désarmer le Hamas si cette force internationale ne s'en charge pas? Mathias Inbar est avec nous. Bonsoir Mathias, notre expert défense. On connaît le niveau de coopération et de confiance entre Washington et Jérusalem. On se demande pourquoi cette distance lorsqu'il est question de cette force internationale pour Gaza. Parce que tout simplement, l'administration américaine veut garder la main et malgré la coopération sécuritaire et stratégique qui existe dans le commandement central de ce comité à Kiryat Gat, eh bien, force est de constater que l'administration américaine veut absolument garder la main et veut absolument imposer le CENTCOM, le commandement central américain, comme étant celui qui va mener les opérations. Et ils ne veulent pas de l'appui, pour l'instant, ils ne veulent pas forcément de l'appui israélien parce que Israël opère en fonction de ses propres intérêts et que ils ne vont pas forcément ses intérêts de concert avec ceux des Américains. Donc pour l'instant, les Américains avancent avec l'appui et ils avancent et ils mettent en avant le CENTCOM, mais en même temps, force est de constater que du côté d'Israël, on sait que les Américains ne permettront pas, bien évidemment, des forces qui sont complètement anti-israéliennes. Donc pour l'instant, on avance à petits pas du côté américain et israélien. Alors c'est ça Mathias, force internationale ou pas, on voit qu'Israël affiche sa détermination à désarmer le Hamas, y compris tout seul. Est-ce que ce serait ça le scénario finalement le plus prévisible, Israël seul pour désarmer le Hamas? Il n'y a pas d'autre choix. Si vous connaissez une force militaire étrangère qui serait capable d'aller manu militari désarmer le Hamas et voir au nord, par exemple, le Hezbollah, on voit que ça marche pas, on voit que ça fonctionne pas, David. Donc, malgré toute la bonne volonté des grands de ce monde, la seule armée qui puisse éventuellement opérer et aller désarmer avec la force le Hamas, c'est bien Israël. C'est la seule aujourd'hui option viable et valable parce que effectivement il y a une énorme différence entre une force de stabilisation de la paix mais qui va agir avec la force et une force de maintien de la paix sur le modèle de la finule. Ah, c'est vrai que ça ressemblerait fort à une finule bis quand on entend notamment les Égyptiens. Merci beaucoup Mathias Inbar pour cette analyse en direct ce soir avec nous. Alors cela fait beaucoup de fronts à la fois pour Israël et certains veulent forcer les jeunes orthodoxes dans le contexte à s'enrôler davantage dans les rangs de l'armée. C'est l'heure du parti pris de cette édition. Il a donc osé. Avigdor Lieberman, figure de l'opposition, avait présenté à la Knesset, le Parlement, un projet de loi destiné à priver du droit de vote, et oui, les citoyens refusant de s'engager dans l'armée. L'idée a été émise également par Yair Lapid, chef d'opposition. Finalement, aucun suspense, rejet tout à l'heure par 69 voix contre 27. Rebonsoir Maurice Yfergon. Alors d'abord, une leçon peut-être qui se dégage aujourd'hui, c'est que cette idée de privation d'un droit civique fondamental, elle recueille une opposition qui transcende des clivages politiques. Oui, mais le projet de loi n'a pas été adopté faute
doigts dans les rangs de l'opposition. Il faut dire que, pour tout expliquer, il y a deux choses qui bloquent l'adoption d'une loi sur la conscription des jeunes étudiants de Yeshiva. Je vous rappelle qu'il y en a à peu près 60 000 qui sont dispensés de conscription, alors que l'armée a un besoin de près de 20 000 réservistes qui lui font défaut. Alors il y a deux choses. D'abord, il y a l'objectif, à peu près 4 à 5 000 conscrits par an. Les orthodoxes cherchent à faire baisser ce chiffre. Et il y a aussi les moyens, c'est-à-dire les sanctions de contraindre ces jeunes étudiants à se rendre au bureau de conscription. Alors on parle de sanctions. Il y a les sanctions, il y a d'abord l'interdiction de sortie du territoire qui a été envisagée, l'interdiction de mener des études supérieures, l'interdiction d'avoir un permis de conduire, la suspension des allocations diverses et surtout un problème très épineux, c'est les empreintes digitales pour contrôler la présence de ces élèves de yeshiva, ceux qui étudient dans les yeshivot, les autres devant aller à l'armée. Vous voyez, donc c'est extrêmement complexe et il y a tout un système de sanctions qui est mis en place. Alors aujourd'hui, l'opposition vient nous dire ça ne marchera pas, le seul moyen, c'est pas de conscription, pas de vote. C'est-à-dire, vous allez au bureau de conscription, vous pourriez voter, vous n'y allez pas, vous votez pas. Alors, ce qui nous intéresse, Maurice, pour vous, est-ce que Lieberman et Lapid vont trop loin? Oui, moi personnellement, je considère que c'est un vrai scandale. Je veux dire qu'on impose des sanctions aux élèves de yeshivot qui n'iraient pas se rendre au bureau de conscription, je comprends très bien. J'irais même jusqu'à dire il faut les mettre en prison, ces gens-là, parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir. Maintenant, porter atteinte aux droits civils des citoyens en leur interdisant tout simplement d'aller voter, ça me paraît extrêmement grave. Mais je demande, d'un autre côté, je me dis, messieurs de l'opposition, allons-y, adoptons cette loi. Adoptons la loi et on va voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement priver de droits civiques tous les Arabes israéliens qui sont dispensés du service militaire. Alors on verra comment vont réagir les pays occidentaux qui vont nous traiter encore d'état d'apartheid. Si c'est ça qu'ils veulent, allons-y. Mais je ne crois pas du tout que c'est la direction. On ressemblerait alors peut-être aux États-Unis qui interdit le droit de vote aux prisonniers, la Grande-Bretagne aux expatriés et surtout le Vatican qui restreint le droit de vote aux femmes. C'est vrai que c'est très orienté contre les orthodoxes. Merci beaucoup pour ce parti pris ce soir. Maurice Ifergan, allez, notre chapitre dont on se serait bien passé, consacré à la haine du juif. Alors, par où commencer? Italie, Grèce, Allemagne, France, Royaume-Uni, la liste des théâtres d'expression de l'antisémitisme semble être interminable. On va partir cette fois au Canada. Océane Nicole va nous raconter ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier à Toronto. Bonsoir Océane. Alors, violente agression contre des étudiants pro-Israël. Oui, ça s'est passé à Toronto, sur le campus de l'Université métropolitaine de la ville. Il y avait une conférence qui était organisée par des militants pro-israéliens et ils ont donc organisé un événement où il y avait des réservistes de l'armée israélienne qui devaient venir pour raconter leur expérience militaire. Mais la conférence, cet événement a mal tourné puisque très vite c'est devenu le théâtre de violence puisqu'il y a des militants masqués pro-palestiniens qui sont entrés dans la salle, ils ont pénétré de force le bâtiment, brisant des portes vitrées et ont donc attaqué les intervenants. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées et ont dû être soignées sur place. Et ensuite, à l'intérieur, les militants ont scandé des slogans tels que « honte à l'armée d'attaque israélienne » ou encore le fameux « Palestine libre, Free Palestine », un événement qui a été évidemment condamné par justement cet organisme pro-israélien. Ce qui s'est passé à Toronto est un exemple flagrant de violence politique ciblée. Il ne s'agit pas de Gaza ou de l'Europe, mais bien d'Amérique du Nord. Affirmer que des étudiants juifs et sionistes ne sont pas en danger est tout simplement faux. À noter qu'à la base, cette conférence, cet événement devait se tenir dans l'enceinte même de l'université, mais l'administration de cette université, justement pour des raisons de sécurité selon elle, avait refusé à 3 reprises la tenue de cet événement. Et c'est pourquoi elle s'est finalement fait en dehors, dans une entreprise privée, mais toujours sur le campus. Pour l'instant, une seule
personne a été arrêtée. Une nouvelle agression qui montre un petit peu ce contexte avec une hausse d'actes antisémites, notamment au Canada. On se souvient de cette agression extrêmement violente au mois d'août où un homme qui portait une kippa avait été roué de coups en plein parc, en pleine journée, devant les yeux de sa fille. Le Canada, qui on le rappelle, a reconnu au mois de septembre à l'ONU un État palestinien. Ça avait été le premier pays du G7 à reconnaître donc un État palestinien. Merci beaucoup, Océane Nicole, pour ces précisions assez inquiétantes donc, et préoccupantes au Canada. Alors, du Canada aux États-Unis voisins, on est au lendemain d'élection de Zohran Mamdani comme nouveau maire de New York. Et on le disait hier, voilà le démocrate érigé en adversaire politique de Donald Trump. Rien que ça, Antoine Hollard nous attend en direct de Washington. Bonjour Antoine, l'heure de la contre-attaque pour le président américain qui fustige le discours, je cite, colérique de Mamdani. Discours, il est vrai, plutôt agressif hier envers le chef de la Maison-Blanche. Oui, c'est vrai que Mamdani s'est présenté comme le chef de file de la résistance à Donald Trump. Donald Trump qui a tout fait pour empêcher sa victoire à New York, sans succès. Maintenant que Mamdani va s'installer dans le fauteuil de maire, le président américain cherche à voir comment il peut retourner la situation à son avantage. Et sa stratégie, elle est très claire. Il veut présenter Mamdani comme un épouvantail et il explique que sa victoire illustre la radicalisation du Parti démocrate qui, selon Trump, serait devenu un parti d'extrême gauche. Trump dit donc aux Américains qu'ils ont désormais le choix entre le communisme et le bon sens. Le bon sens, bien sûr, ce qui serait incarné par Donald Trump. Le pari de Trump, c'est qu'en présentant les démocrates et Mamdani comme de dangereux communistes, il va pouvoir récupérer les voix des électeurs du centre, des électeurs qui seraient effrayés par l'agenda de Mamdani, qui, rappelons-le, veut taxer les riches pour financer ses mesures sociales. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Donald Trump s'est bien gardé d'insulter le nouveau maire de New York. Au contraire, dans une interview hier sur Fox News et dans un discours qu'il a prononcé à Miami, Trump a plutôt cherché à donner l'image d'un président responsable et calme pour mieux accentuer le contraste avec son adversaire qui, selon Trump, serait très colérique. Alors, on verra si cette stratégie fonctionne. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Trump appuie là où ça fait mal. Il faut savoir qu'il y a un débat en interne chez les démocrates pour savoir quelle ligne adopter dans un an en vue des élections de mi-mandat. Est-ce qu'il faut faire du populisme de gauche comme Mamdani ou au contraire une campagne plus au centre? C'est ce qu'ont fait les candidates du New Jersey et de Virginie qui ont remporté l'élection pour le poste de gouverneur cette semaine. Des élections qui ont été, des campagnes qui ont été menées sur le thème du pouvoir d'achat, ce qu'a fait aussi d'ailleurs Mamdani à New York. Le pouvoir d'achat, c'était les grandes promesses de Donald Trump, des promesses qui n'ont pas été tenues. Les Américains voient que leur situation ne s'est pas améliorée et Trump s'est fait sanctionner dans les urnes avec ses défaites, donc à New York, mais aussi en Virginie et dans le New Jersey. Intéressant, en tout cas, comme vous dites, curseur très à gauche pour les démocrates, ce qui ouvre peut-être le champ au centre pour les républicains. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct de Washington. On franchit l'Atlantique. En France, tollé suite à la publication par le média Frontières d'une photo. Alors une photo qui montre des jeunes filles vêtues du voile islamique dans les tribunes de l'Assemblée nationale au Palais Bourbon. On va rejoindre dans nos studios parisiens tout de suite Anna Papiachvili. Bonsoir Anna. Alors beaucoup de réactions indignées alors que les insoumis, eux, à gauche, dénoncent de leur côté une islamophobie. Oui, c'était donc ce mercredi. Un groupe d'enfants assiste dans les tribunes qui surplombent l'hémicycle aux questions au gouvernement. Ça parle notamment du budget. Et à ce moment-là, une photo est prise, vous l'avez dit, par le média Frontières, avec une image qui montre des accompagnatrices et des jeunes filles voilées au sein de ce groupe. Une photo qui déclenche aussitôt des réactions indignées en cascade, notamment du côté du Rassemblement national. La France n'est pas une terre islamique. Le port du voile est interdit à l'école, il devrait l'être dans les sorties scolaires. Voilà ce qu'a estimé Jordan Bardella, le président du RN. Il y a aussi le député RN, Julien Audoul, sur le réseau social X, qui écrit « Comment peut-on tolérer que des petites filles recouvertes du voile islamique soient présentes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, temple de la République française ?» Et il appelle donc solennellement Yael Braun-Pivet à réagir. Quelques heures plus tard, c'est chose faite. Réaction de l'intéressé qui écrit aussi sur le réseau social X. Il me paraît inacceptable que de jeunes enfants puissent porter des signes religieux ostensibles dans les tribunes. Nous n'avions pas été confrontés à cette situation par le passé. J'ai appelé chacun une extrême vigilance pour que cela ne se reproduise pas. C'est une question de cohérence républicaine. Voilà ce qu'a écrit la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Un message qui a aussi déclenché des réactions outrées, notamment du côté de la France insoumise. Vous donnez raison à un média d'ultra-droite qui utilise l'accréditation
raison non pour couvrir l'actualité, mais pour livrer de façon raciste sur les réseaux sociaux des jeunes personnes venues visiter l'Assemblée. Voilà ce qu'a écrit le président de la France Insoumise de la Commission des Finances, c'est Éric Coquerel, qui s'adressait donc directement à la présidente du Perchoir. Et puis de même aussi pour l'ex-député LFI Alexis Corbière, qui a estimé qu'on ne défend pas la laïcité en diffusant la confusion. Aucune loi ne réglemente la tenue des gens qui visitent l'Assemblée nationale. Et effectivement, en fait, la loi au sein de l'Assemblée nationale concernant les tenues, eh bien, c'est simplement écrit qu'il faut porter une tenue correcte. Donc ça laisse libre cours à l'interprétation. Voilà, un débat sans fin peut-être en France. Merci beaucoup Anna Papielvili depuis nos studios parisiens ce soir. Et comme promis, une info qui pourrait intéresser nombre d'entre vous. Promesse tenue, le gouvernement israélien vient donc d'annoncer une réforme fiscale majeure à compter de 2026. Les nouveaux arrivants et les Israéliens de retour au pays bénéficieront d'un taux d'imposition zéro pendant 2 ans. Mesure inédite présentée par les ministres Bezalel Smotrich pour les finances et Ophir Sofer pour l'ALIA et l'intégration, parce que l'objectif déclaré est bien sûr d'encourager l'ALIA sur fond, on l'a dit tout à l'heure, de recrudescence de l'antisémitisme à travers le monde entier ou presque. Alors forcément, question pour un expert ce soir. Gilles Belaïch nous a rejoint. Bonsoir et merci, président du groupe Financial Partners, président de l'Agence mondiale aussi de lutte contre le financement du terrorisme. Alors d'abord, petit mode d'emploi avec vous, en quoi consiste cette réforme si importante ? Là, en fait, c'est d'abord une réforme fiscale qui est inédite et historique pour Israël, mais pour beaucoup de pays dans le monde, parce que c'est assez rare. C'est 1 million de shekels, soit à peu près 250 000 euros de revenus générés sur le territoire israélien, c'est important de le préciser, qui seraient exonérés d'imposition sur la fiscalité sur le revenu en Israël. Et ceci ne serait pas en contradiction avec l'exonération de 10 ans que nous connaissons sur le schéma de l'ALIA. Donc pendant 10 ans, dans le cadre de la loi du retour, un Français ou un Européen ou un Américain qui irait en Israël aurait une exonération de 10 ans sur ses revenus générés à l'étranger. Donc, pas d'impôt pendant 10 ans sur les généraux passifs qui sont générés à l'étranger, 2 ans d'exonération pour les revenus générés sur le sol israélien, mais ça n'est pas que ça, puisqu'après, la 3e année, il y aurait 10% de l'impôt à payer, puis 20% l'année qui suit et 30% en 2030. Donc en fait, ça n'est pas que 2 ans, mais c'est bien plus d'années avec, bien sûr, une fiscalité qui serait hyper attractive pour beaucoup de gens qui hésitaient à revenir en Israël ou à l'Israël. Et c'est également pour des Israéliens qui seraient dans le cadre de la loi du retour. Pardon, David. Effectivement, c'est vrai que c'est très graduel et donc incitatif. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi seulement maintenant, Gilles ? Parce que c'est vrai qu'il y a déjà, vous l'avez dit, des mesures qui sont incitatives. C'est ce qui manquait peut-être ? Oui, on est dans un contexte qui est important aussi pour Israël de faire revenir la croissance. On appuie sur l'accélérateur, donc c'est la politique du ministre des Finances actuel, avec des mesures fiscales d'attractivité. On rappelle que l'impôt société aussi va être réduit de 2%, avec un impact de près de 10 milliards de shekels pour l'économie d'Israël. Donc ça n'est pas une décision qui est isolée. Et c'est 6% de déficitaire du PIB en 2024. En 2025 et 2026, l'État israélien veut réagir. C'est aussi une décision politique et pas que économique. Faire revenir dans le cadre d'un choix où Israël a besoin de croissance et la décision du gouvernement, c'est la croissance égale l'attractivité. Alors, dernière question justement sur le côté incitatif ou pas. Est-ce que ça suffira, vous pensez, pour accélérer cette vague d'ALIA qu'on attend ? Alors pour des gens qui ont déjà des revenus qui sont des professions libérales à distance ou des gens qui travaillent dans le cadre de start-up et à distance à nouveau, évidemment que c'est un choix qui serait incroyable. C'est beaucoup d'argent d'économiser. C'est à peu près 25% de 250 000 euros en taux d'imposition normale. Donc on est aujourd'hui sur l'équivalent de 65 000 euros d'économie par an. Donc sur plusieurs années, c'est beaucoup d'argent d'économiser.
mais pour des familles qui doivent quitter leur emploi en Europe ou aux États-Unis pour venir en Israël avec 40% de progression sur la vie chère en Israël, ça n'est pas, à mon sens, suffisant. Donc ça dépend effectivement des catégories socio-économiques. Merci beaucoup Gilles Benaiche pour ce décryptage très clair en direct ce soir. Et on passe tout de suite à l'info chrono en bref et en images. Une image forte, le prince vert en visite au Kotel à Jérusalem. Le prince vert Massab Hassan Youssef, fils de l'un des cofondateurs du Hamas et aujourd'hui militant pro-israélien. Il s'est entretenu sur place avec le grand rabbin du site, le rabbin Shmuel Rabinovitch, et il a dénoncé la barbarie du mouvement terroriste palestinien envers les Juifs. Converti aujourd'hui au christianisme, il avait servi un temps comme agent du Shabak, les renseignements israéliens intérieurs. Nouvelle démonstration du rapprochement entre les États-Unis et la Syrie. Damas s'apprête à accueillir une base militaire aérienne américaine. Elle servirait à des opérations de surveillance, logistique et ravitaillement dans le cadre d'un pacte de non-agression, toujours en négociation entre Israël et la Syrie. L'emplacement reste confidentiel et c'est la Syrie qui conservera sa pleine souveraineté sur l'installation. Pendant ce temps, la guerre froide version 2025. Vladimir Poutine se dit prêt à riposter si Washington venait à reprendre ses essais nucléaires. On sait que Donald Trump a relancé le débat ces derniers jours. Le président russe a tout de même rappelé que son pays respectait le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, tout en préparant donc le terrain en vue d'une possible riposte. Et puis ce coup de frayeur en Europe, un ressortissant afghan a été arrêté au Danemark. Il est soupçonné d'avoir planifié des attentats contre des cibles juives en Allemagne. Il travaillait en collaboration avec un citoyen danois musulman, apparemment agent des renseignements de Téhéran. Extradition et jugement attendus sur le sol allemand dans les jours qui viennent. Et on va passer tout de suite à l'édito. Pas plus tard qu'hier, les limites de la patience de l'AIEA envers l'Iran. Téhéran tente de relancer son programme nucléaire après les coups durs subis cet été. Bonsoir Christian Ballard, notre consultant diplomatique à Paris. Eh bien, pas sûr, Christian, que la République islamique se plie aux menaces et autres ultimatums. On le sait depuis longtemps. L'Iran viole l'accord sur le nucléaire depuis mai 2018 en poursuivant son enrichissement de l'uranium jusqu'à un taux de 60%, c'est-à-dire à 30% du seuil de fabrication de la bombe nucléaire. L'Iran cherche à gagner du temps pour rebâtir son programme nucléaire qui a été très endommagé par les frappes américaines en juin 2025, c'est-à-dire en juin dernier. Depuis cette date, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est vue refuser l'accès aux 3 sites nucléaires clés, Fordo, Natanz, Isfahan, qui regroupent le potentiel nucléaire iranien. Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, adresse aujourd'hui aux Iraniens un message de grande fermeté. Vous devez sérieusement améliorer votre coopération pour éviter toute tension avec l'Occident. Traduisez avec Israël et avec les États-Unis. Raphaël Grossi confirme que l'AIEA a pu visiter une dizaine de chantiers, mais réitère que l'Iran lui refuse en effet l'accès aux 3 sites nucléaires majeurs dont je vous ai parlé précédemment. Quand le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaël Baghei, déclare, je le cite, que la nature du programme nucléaire iranien est pacifique, il se paye notre tête. Les Iraniens accusent l'AIEA de fournir des prétextes à Israël pour intervenir militairement. Raphaël Grossi dit aussi aux Iraniens « ou vous restez dans le cadre du traité de non-prolifération nucléaire, ou vous sortez ». Tout laisse à penser que l'Iran ne va pas obtempérer, vu qu'il prépare sa revanche face à Israël et aux États-Unis. Voilà qui pourrait bien nous conduire à un deuxième conflit ouvert entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup Christian Ballard depuis Paris ce soir. Autre chose en parlant de l'Iran, dans le cadre d'une visite en Israël d'Iraniens en exil en France, visite organisée par Diploact. i24 News s'est entretenu depuis les ruines de Kfar Aza, souvenez-vous, ce village meurtri par les attaques du 7 octobre, avec Samuel Davoud, un Iranien blessé par balle en 2009 lors des manifestations à Téhéran. Et pour sa première visite en Israël, il cherche à rétablir certaines vérités et à contrer ceux qui nient ou qui minimisent les massacres. Voici un extrait de l'entretien réalisé par Mathias Inbar à retrouver en intégralité dans son magazine Défense mercredi prochain. J'entends souvent en France, et heureusement grâce à mon association,
On est souvent et on parle tout le temps dans les manifs qu'on fait, dans tout ce qui est tout ce qu'on fait avec l'assaut. J'arrête pas de le dire. Et c'est pour ça que je suis venu directement ici, de prendre bien évidemment sur place des vidéos, des photos et des films. Et bien évidemment, je sens, vous voyez, je suis là, moi, comme je disais tout à l'heure avec votre ami, je dis, c'est dur, c'est très très lourd. J'ai jamais senti de ma vie j'ai été dans Bataclan, j'ai été en France, à Paris, ce qui s'est passé avec des terroristes. Croyez-moi, c'est rien. C'est rien. Là, c'est un endroit que je suis entré, déjà, ça m'a pris... J'arrivais même pas... C'est impossible. On voit c'est quoi leur République islamique. On voit le sauvagerie. Impossible à croire qu'un humain, il peut faire ces genres de l'acte. Vous voyez, c'est ça que les Français, je comprends pas du tout. J'ai pas envie d'entrer dans le politique des gauches et droites. Comment ça se fait, les Français, ou n'importe quel pays, que le peuple, ils comprennent pas ce qui se passe ici. Venez, prenez un billet, venez, voyagez, venez voir ce qui se passe au monde entier. Regardez ce qu'ils l'ont fait avec le peuple d'Israël. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas, ils vont arriver à Paris, ils vont arriver en France, ils vont arriver partout au monde entier, ils vont faire la même chose. C'est ce qui nous est arrivé. Vous avez oublié le Bataclan, vous avez oublié le Charlie Hebdo. C'est dommage. Il ne faut pas l'oublier tout ça, il ne faut surtout pas oublier de ça. J'ai demandé à tout le monde, tout ce qui travaille ici, les habitants ici, je dis, s'il vous plaît, je sais, ça touche le corps, ça me fait mal au cœur. Je comprends très très bien. C'est un endroit de massacre. Et par contre, gardez-le jusqu'à la fin du monde, gardez-le. Il faut que l'humain, il comprenne ce qui s'est passé. Voilà, témoignage fort à trouver donc en intégralité mercredi prochain dans Défense avec Mathias Inbar. On va poursuivre maintenant notre dossier de la semaine consacré, vous le savez, à l'influence impressionnante acquise par le Qatar en l'espace d'à peine 3 décennies. On rappelle les précédents épisodes, lien avec le Hamas, puissance d'Al Jazeera, foot business et dépendance financière imposée à la France et à l'Europe. Et bien ce soir, on va découvrir comment et pourquoi Doha suscite la méfiance de ses voisins du Moyen-Orient. On dirait presque que le Qatar est situé géographiquement aux confins du Golfe Persique ou arabique, tant il est présent également ailleurs dans le monde. Alors justement, comment son positionnement géographique influe-t-il sur son développement, sur ses ambitions, ses perspectives? Saoudiens, Émiratis, Iraniens, comment perçoivent-ils la puissance financière et diplomatique de leurs petits voisins? Tour d'horizon d'abord en compagnie de Loïc Stécher-Choukroun. Positionné au cœur d'une région géopolitiquement ultra sensible, le Qatar navigue entre rivalités historiques et dynamiques actuelles. Sa richesse énergétique et son influence médiatique lui confèrent un poids certain, une position qui suscite à la fois crainte, respect et rivalité. L'Émirat est parfois vu avec méfiance, notamment après son boycott en 2017 par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn et l'Égypte. Ces pays lui reprochaient un alignement sur la Turquie, jugé excessif, et des soutiens des mouvements islamistes, frères musulmans et Hamas en tête. Et depuis la levée des sanctions, plusieurs pays du Golfe partagent des intérêts communs avec le Qatar. Sécurité, stabilité économique. Dernier exemple en date, l'alignement sur Doha de ses voisins du Conseil de coopération du Golfe, après la frappe israélienne manquée, visant les dirigeants du Hamas en septembre dernier. L'Émirat a réussi à maintenir un style diplomatique actif, jouant un rôle de médiateur dans les conflits du Moyen-Orient et multipliant les partenariats économiques et stratégiques, y compris avec l'Arabie Saoudite, qui a signé un pacte de défense important avec le Pakistan, un allié du Qatar. Comment l'Iran perçoit-il le Qatar? Depuis plusieurs décennies, et malgré les tensions avec les autres États du Golfe, l'Iran et le Qatar maintiennent des liens diplomatiques solides et s'engagent dans une coopération bilatérale étendue. Notamment dans le secteur énergétique, ils partagent ensemble le plus grand gisement gazier du monde, base incontournable de leur coopération économique. Malgré un incident en juin 2025 où l'Iran a tiré des missiles sur une base américaine au Qatar, Téhéran a explicitement déclaré que cela ne visait pas l'Émirat, exprimant un engagement ferme à préserver de bonnes relations. Cet épisode a toutefois laissé des traces, mais le dialogue a rapidement repris, témoignant de la résilience de cette relation. Un partenariat qui reste cependant soumis à un équilibre délicat entre rivalité régionale et solidarité islamique.
Voilà, dossier très complexe. Bonsoir Loïc Séchir-Choucroune, vous avez réalisé pour nous donc ce sujet. On va conclure tout de même sur un point important cette semaine consacrée au Qatar, qui a quand même certains talons d'Achille assez flagrants d'ailleurs. Effectivement, on va commencer par les faiblesses géostratégiques, si vous voulez bien, David. Le Qatar, un micro-État, est forcé de constater, enclavé entre deux puissances régionales. D'un côté, l'Iran, de l'autre, l'Arabie Saoudite. Pas forcément facile de se faire une place entre ces deux géants du Moyen-Orient. Les faiblesses politiques. Le Qatar reste une monarchie autoritaire où le pouvoir reste concentré entre les mains d'une seule famille, la famille Al Thani. Bien sûr, les contestations internes restent limitées, mais des tensions subsistent entre ceux qui veulent progresser vers la tradition et ceux qui veulent progresser vers la modernité plutôt, et ceux qui veulent rester plutôt traditionnels. L'économie, eh bien, quant à elle, elle dépend forcément beaucoup des hydrocarbures. 60% du PIB du pays, tout de même 85% de ses exportations. Côté géographie, côté démographie également, David, la péninsule qatari est assez petite, à peine plus de 11 500 km², un pays plutôt aride avec une seule frontière terrestre, celle avec l'Arabie Saoudite, qui peut parfois être fermée. Ça s'est produit 2 fois ces dernières années, 2017 et 2021. Et enfin, les faiblesses militaires. Sur le plan militaire, le Qatar possède des forces plutôt limitées, maximum de 12 000 hommes seulement, ainsi qu'un équipement relativement faible, dépendant surtout des pays occidentaux. En termes de puissance de feu, le pays se classe très bas dans les classements globaux, 90e sur 126. Ça date déjà, c'était en 2017. Sa sécurité repose donc principalement sur les puissances étrangères qui sont actuellement au Qatar. Les États-Unis, bien sûr. En tête, effectivement. Merci beaucoup, Loïc Séchir, pour ce dossier ce soir donc sur le Qatar. On va se tourner vers un expert à présent, Simon Henderson. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes directeur de politique, du programme politique du Golfe et d'énergie pour The Washington Institute. Alors le Qatar, est-ce qu'on peut dire qu'il a davantage de rivaux aujourd'hui que d'amis véritables ou d'alliés au Moyen-Orient et autour de lui surtout, dans son voisinage proche? Le Qatar est un petit pays, un pays central, qui a une petite doigt jouer un jeu à cause de ses vulnérabilités, à cause de la petite taille de sa population. Ils sont vulnérables à toute menace et c'est ce qu'ils ont mis en place en s'impliquant au Proche-Orient et en essayant de jouer les médiateurs avec tout le monde et avoir des relations avec tout le monde. C'est ça, effectivement, nouer des relations parfois complexes. Quelles sont, d'après vous, on disait à l'instant un petit peu les grandes vulnérabilités du Qatar, ces talons d'Achille qui font que son apparente toute puissance financière ne pourra peut-être jamais masquer des points faibles qui sont assez flagrants. Et d'ailleurs, on l'a vu en termes de puissance militaire, l'impuissance lors des frappes cet été d'Israël visant les leaders du Hamas. Absolument. De manière interne, ils sont particulièrement vulnérables. Pour la famille Al Thani au pouvoir, qui sont menés par Ahmed Tamim, et c'est une grande famille. Et il y a des rivalités aussi entre eux. Et donc, l'émir Tamim, son travail essentiel, c'est de s'assurer que sa famille, son clan, reste soudé derrière lui et ne s'allie pas contre lui. En plus de cela, ils ont une force militaire, mais qui n'est pas très importante. Et donc, ils se basent sur les autres, essentiellement les États-Unis, pour être défendus. Et c'est ce qui se passe c'est ce qui passait cet été. Les États-Unis n'ont pas pu les défendre de la manière dont ils s'attendaient à être défendus. Alors c'est ça justement, parce que l'appui américain, donc cette alliance scellée par Donald Trump, vous le citez, qui ressemble d'ailleurs à celle qui unit Israël aux États-Unis avec des aspects militaires. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de game changer pour la région tout entière aujourd'hui ?
C'est difficile à dire. Est-ce que ça ou ça est un game changer? Parce que cela sous-entend que on va passer de noir à blanc ou de blanc à noir. Tout est assez dans les nuances du gris dans cette affaire. Et le dernier développement du Qatar dans le Golfe, c'est que les États-Unis, sous le président Trump, lui donnent un soutien énorme. Et il semble aussi que un temps de crise particulière, quand Israël a attaqué, Trump a fini par soutenir plus le Qatar qu'Israël. Justement, ce lien personnel entre Donald Trump et l'émir du Qatar, il dépend de quoi quelque part? Est-ce qu'il est vraiment solide au-delà de ce cadeau de l'avion à 400 millions de dollars qui a été offert par le Qatar il y a quelques mois? Écoutez, c'est déclarer l'évident, les pays du Golfe sont riches et certains sont même incroyablement riches. L'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar, qui sont incroyablement riches. Et c'est là le type de choses qui semble être un facteur central dans la manière dont le considère le président Trump et la manière qu'il a de se comporter avec ces pays. Il faut dire qu'il regarde sous l'angle financier autant que sur l'angle géostratégique. Effectivement, surtout des avantages financiers pour les États-Unis. Alors pour revenir quand même, c'est important, pour revenir à Israël, Simon Henderson, qui au final, de l'Iran ou du Qatar, pour vous, représenterait aujourd'hui la plus grande menace, le plus grand danger, urgent ou même sur le long terme pour Israël? Évidemment, à traiter, des défis qui sont à traiter pas de la même manière. C'est-à-dire que pour l'Iran, c'est militaire essentiellement, c'est le nucléaire. Pour le Qatar, c'est une bataille d'influence. Sans aucun doute, l'Iran est le plus grand danger. Le Qatar a été un excellent allié d'Israël, malgré les publicités contre lui. J'ai été à Doha il y a un an et un diplomate de premier rang là-bas, dans une conversation avec moi, a dit que le plus grand ami du Qatar, pardon, je dirais l'inverse, le plus grand ami d'Israël au Proche-Orient était le Qatar. Ça a été une remarque qu'il n'a pas été prêt à détailler, mais qui est en rapport avec le travail que j'ai déjà fait sur le Qatar depuis 20 ou 30 ans maintenant. Publiquement, il y a un niveau de désaccord entre Israël et le Qatar. Et ça peut parfois sembler étrange et bizarre, mais ça a été une relation extraordinaire et je parierais sur le fait que cela continuera à un niveau très fort, même si ça n'est pas un niveau public et officiel. Pourquoi pas un jour les accords d'Abraham, à surveiller en tout cas de près tout cela. Merci beaucoup à vous, Simon Henderson, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à Gisèle Abazon pour la traduction. Alors, un tout nouveau magazine ce soir, ça s'appelle le magazine de la rédaction et c'est avec Chani Guidalia. Bonsoir Chani, dites-nous tout, qu'est-ce qu'il y a ce soir au programme ? Oui David, ce soir dans le magazine de la rédaction, on va parler sécurité, innovation, médecine et même histoire. Pendant 1 heure, on va revenir sur les temps forts qui ont marqué l'actualité avec des reportages et des témoignages notamment. Donc les sujets qui ont marqué la semaine en images et sur le terrain. Donc je vous donne rendez-vous ce soir à 22h30 heure israélienne, 21h30 heure française. Le rendez-vous est noté, c'est donc chaque semaine le jeudi avec vous, Chani Guidalia. Merci beaucoup, Chani. On va revenir sur la principale information de cette soirée. Confirmation ce soir d'un responsable israélien. Eh bien, le Kazakhstan va donc entrer à son tour dans les accords d'Abraham. Et on retrouve notre analyste Maurice Fergan. Maurice, rebonsoir. On l'a dit en début d'édition avec vous. Surprise parce qu'on s'attendait, c'est vrai, à l'Arabie Saoudite, pourquoi pas la Syrie ou même l'Indonésie. Et puis pas surprise parce que le Kazakhstan, c'est déjà un partenaire d'Israël dans pas mal de domaines. Oui, il s'agit tout simplement de constater un fait, c'est que le Kazakhstan entretient des relations pratiquement normales avec Israël depuis 1992,
il y a des relations diplomatiques entre le Kazakhstan et Israël et on ne fait que, en normalisant les relations, que constater un état de fait, d'autant que le Kazakhstan bénéficie d'une coopération économique, technologique et agricole avec Israël de premier plan, et surtout le Kazakhstan est un producteur de pétrole pour Israël. 22% des importations israéliennes de pétrole proviennent du Kazakhstan via la Turquie, il faut le noter. Donc vous voyez que là, c'est un pays qui a déjà des relations normales avec Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'en annonçant que les États-Unis allaient annoncer la venue d'un nouveau pays dans les accords d'Abraham, Donald Trump a l'intention de donner juste un petit coup de pouce à l'Arabie Saoudite. Vous savez que le 18 novembre, il y a une rencontre à la Maison-Blanche entre MBS et Donald Trump. Cette rencontre pourrait ouvrir la porte à l'ajout de l'Arabie Saoudite au sein des accords d'Abraham. Vous voyez que le président Trump voit beaucoup plus loin que l'Azerbaïdjan. Ouais, en deux mots, Maurice, c'est un petit peu un apéritif, vous pensez, pour la Suisse, c'est-à-dire l'annonce d'ici quelques mois d'un poids lourd cette fois-ci ? Je pense que l'Arabie Saoudite est sur les rangs. C'est une question de négociation aujourd'hui entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi l'Indonésie qui est sur les rangs. L'Indonésie qui a déjà fait savoir connaître son intention de se rapprocher d'Israël, et on parle aussi de l'Azerbaïdjan. Là, c'est un tout petit peu plus compliqué avec l'Azerbaïdjan, bien que le Premier ministre Benjamin Netanyahou ait déjà rencontré le président azerbaïdjanais, mais là, il s'agit d'un pays à majorité chiite, c'est beaucoup plus problématique, alors que le Kazakhstan, on le sait, est un pays à majorité sunnite, comme la majorité des pays qui ont déjà adhéré aux accords d'Abraham. Eh bien voilà, ça fait 5 quand on compte. Donc Émirats, Bahreïn, Soudan, Maroc et ce soir le Kazakhstan qui s'ajoute à la liste des pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham. Merci beaucoup Maurice Yvergan pour cette analyse. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Tout de suite, ça se débat, l'émission quotidienne avec Raphaël Hassine et ses invités. Débat chahuté a priori ce soir. Très bonne soirée sur i24.